personne en situation de doctorante pour un autre événement lié à la série sur le vivre ensemble que nous avons initié depuis le début de la session. Et comme certains d'entre vous le savent, on essaie aussi de trouver des formules innovantes pour nos débats midi, de façon à favoriser encore plus les échanges et la synergie entre les différents membres du centre, et incluant bien sûr les membres étudiants. Alors cette formule-là, c'est une première puisque on a discuté avec Guy Mercier, puis on se disait, bien, dans le fond, on a des étudiants qui travaillent sur des choses qui se connectent en quelque sorte. Alors dans ce cas-là, on va en entendre un peu plus parler tout à l'heure, donc c'est la question de la ville, c'est la question des rapports avec les différents secteurs d'une ville, les conflits, les harmonies, et les contextes culturels aussi qui parfois se frottent, font problème ou font pas problème. Ils vont nous le raconter, elles vont nous le raconter. Et l'idée, c'est que finalement, Guy dirige Martine Friedman et je dirige personnellement Caroline Truchon, et nous avons inversé nos rôles. Alors, c'est donc un géographe qui va commenter le travail de Caroline qui se fait en anthropologie, et une anthropologue qui va commenter le travail de Martine qui se fait en géographie. Donc, une petite pour vous mettre un peu dans le coup sur la nature de l'expérience que nous tentons. Alors, sans plus tarder, on a donc, en premier lieu, on a inversé l'ordre des présentations qu'il y avait sur l'affiche pour faciliter les aspects techniques d'installation du dispositif de Caroline. Donc, sans plus tarder, je présente Caroline, qui est donc doctorante en anthropologie à l'Université Laval et bien sûr membre du CELAP à titre étudiant. Elle est se spécialise sur les questions de citoyenneté et de reconnaissance et d'utilisation des nouveaux médias en contexte de marginalité sociale. Alors, je pense qu'elle pourra nous donner plus d'éléments d'information, et j'ajoute qu'elle est aussi membre du comité d'orientation d'un centre du secteur Vivre Ensemble, du centre Justice et Foi, qui est l'éditeur de la feuille de relation que certainement nombre d'entre vous connaissez. Je vais tout de suite quand même présenter Martine pour qu'on puisse vraiment passer. Donc Martine qui parlera tout de suite après Caroline, ce que je préfère qu'on entende et bien qu'on réserve les questions à la fin. Donc Martine, elle est en train de terminer une thèse de doctorat sous la direction presque terminée, sous la direction de Guy Mercier. Et elle a fait des études de premier cycle à l'Université de Genève et des études de deuxième cycle à l'Université Wilfrid Laurier. Et ses recherches portent sur territorialité, pauvreté, mixité sociale et revitalisation des quartiers centraux. Et je n'ai pas dit qu'on va parler de deux villes, Québec et Montréal. On ne parlera pas de la chicane. Merci Francine. Merci de l'invitation et merci à Guy de commenter aussi mon travail. Je suis intéressée de voir comment l'aspect spatialisation pourrait être mieux exploité ou utilisé dans ce que je fais, parce que jusqu'à présent, ce que je vais présenter, c'est pas tout à fait là, ça l'est visuellement, mais ça l'est pas au plan théorique. Et j'ai bien hâte d'entendre vos commentaires et merci à tout le monde d'être ici. C'est toujours intéressant d'avoir une salle où on va avoir des questions, on va pouvoir avoir un échange et évidemment ma co-présentatrice aussi. J'ai hâte de t'entendre et de voir ce que tu vas dire sur la mixité sociale. Avant d'écouter comme tel la présentation, j'ai un avant-propos qui éventuellement pourra se transformer et être intégré à la présentation que je fais, mais qui teinte aussi ce que je vais présenter un petit peu plus je vais présenter aujourd'hui. C'est que voilà, un an et demi, je lisais dans un quotidien de Montréal qu'il y avait un procès sur les gangs de rue et un des avocats qui défendait un jeune de Saint-Michel a été cité. Il disait, et je le cite pratiquement textuellement,
c'est normal que mon client qui est haïtien de Saint-Michel soit violent parce que ça fait partie de sa culture. Évidemment, il y a l'aspect, ça fait partie de sa culture qui est problématique, mais moi, ce qui m'avait aussi interpellée dans ce qu'il avait dit, c'était de dire que c'était un Haïtien de Saint-Michel. Parce que pour moi, il est peut-être originaire d'Haïti, il a peut-être des origines haïtiennes, mais il est québécois avant toute chose. Et cet été, je travaille dans un HLM à Montréal et je travaille avec une trentaine de jeunes et d'adultes aussi. Et j'ai eu la chance de travailler avec 3 jeunes garçons qui ont aux alentours de 10 ans. Le premier fait un film autobiographique et dans son film, il dit « Moi, je veux rester au Québec parce que c'est mon nouveau pays. Ici, les gens sont accueillants, je me sens bien, mais ma mère veut retourner en Afrique. » Il est né en Afrique, il est né dans un camp de réfugiés au Kenya. Et ensuite, je travaille avec un autre enfant qui fait un autre film autobiographique et qui lui dit « J'aime le soccer parce que je suis algérien, mais Nayoud, à la différence de Jacob, il est né ici. » Et ensuite, je travaille avec un autre enfant et là, c'est moi-même qui se fait prendre dans la trappe que je n'aime pas, qui est de demander à une famille « Mais vous venez d'où? » Et là, la plus vieille me répond, Nilofer me répond, mais nous venons du Bangladesh. Et là, son jeune frère la regarde et je me souviens encore de son doigt. Non, nous sommes d'ici. Donc, on peut voir la panoplie de manières de s'identifier ou non au pays d'accueil, au pays d'origine ou au pays qu'on pense qu'on est originaire ou que les autres nous imaginent qu'on soit ou non originaire. Et c'est cette tension entre ce qui appartient à l'individu, mais qui appartient aussi à l'environnement qui m'intéresse, et avec la variable, dans ce cas-ci, de la culture. Alors, dans les 20 dernières années, la gestion de la diversité, de la coexistence culturelle figure à l'avant-plan des préoccupations des sociétés démocratiques. Les pays démocratiques dits développés, dont le Canada et la province de Québec, se confrontent actuellement à 2 grands défis. Le premier, ils se doivent d'assurer l'intégration sur leur territoire de personnes immigrantes d'origines diverses, de religions différentes, aux codes culturels diversifiés et aux traditions variées. Et ils doivent, d'autre part, redéfinir ce que c'est que le vivre ensemble dans un contexte de revendication identitaire et de la recherche de la reconnaissance des différences sans que ne soit remise en cause l'unité et l'intégration sociale. Les processus de redéfinition du vivre ensemble pluriculturel dans les sociétés démocratiques s'effectuent fréquemment dans des contextes d'urbanité. La ville s'avère effectivement un lieu intéressant pour l'étude du vivre ensemble. Et au Canada, par exemple, plus de 60% des personnes immigrantes vivent dans des contextes d'urbanité. Et les métropoles, telles Montréal, sont des lieux d'accueil et de vie où la diversité culturelle s'intensifie sans cesse depuis près de 2 décennies. Les logements sociaux, communément appelés les HLM, les habitations à loyer modique en contexte urbain, se révèlent des sites exemplaires pour ce type de questions par leur constitution démographique, de plus en plus pluriculturelle, en vertu de récentes immigrations, mais ils sont encore peu investigués par les chercheurs. Toutefois, cette situation est probablement appelée à changer car la majorité des immigrants s'installent dans ce type d'habitation à Montréal. Par exemple, si aucune donnée officielle n'est encore disponible à l'échelle du Québec, nous savons qu'à Montréal, les logements de 2 chambres et plus, c'est-à-dire les logements qui sont destinés aux familles avec enfants, dans les HLM qui sont gérés par l'Office municipal d'habitation de Montréal, sont occupés par des familles qui constituent environ 70% de ménages qu'on dit immigrants. Ces habitations étaient auparavant occupées principalement par des Québécois aux origines caucasiennes qui vivaient dans la précarité. Les organismes qui travaillent en milieu HLM tentent de rejoindre les populations dites ethnoculturelles ou immigrantes en implantant des projets qui favoriseraient la reconnaissance des diverses ethnicités des résidents des HLM. Dans le lot,
un organisme d'intervention psychosociale se distingue en ne travaillant pas de manière délibérée l'axe de la culture, mais réussit néanmoins à rejoindre et à rallier les résidents de diverses origines ethnoculturelles. Il s'agira aujourd'hui, dans cette communication, non pas de faire le procès de la culture et d'annoncer sa fin, mais plutôt de commencer à la remettre à sa place. Plus précisément, ce que je vais tenter de montrer, c'est qu'en abordant le concept de culture de manière transversale et non de manière frontale, celui-ci pourrait peut-être favoriser une meilleure intégration des populations dites immigrantes, mais aussi le vivre ensemble de la communauté où ces personnes vivent dorénavant. Avant d'entrer plus à fond dans cette discussion, j'aimerais résumer les idéologies ambiantes qui régissent au plan politique le vivre ensemble au Canada et au Québec et brosser un bref portrait de la situation des logements sociaux pluriculturels en contexte urbain au Québec, des HLM Boys Bio à Montréal et du Centre des jeunes Boys Bio qui travaillent au cœur des HLM Boys Bio, dont je vais parler un petit peu plus tard de l'approche que je nomme transversale. Donc, en 1988, le Québec a entériné la loi sur le multiculturalisme canadien en réaffirmant le droit de tous de s'identifier au patrimoine canadien, au patrimoine culturel de leur choix, tout en continuant de participer de façon pleine et équitable à tous les aspects de la société canadienne. Le Canada devenait ainsi le premier pays du monde à affirmer clairement que le multiculturalisme constitue une valeur fondamentale de la société canadienne et du gouvernement du Canada. Néanmoins, depuis 1970, la politique de multiculturalisme du Canada permettait déjà des demandes de reconnaissance à des groupes minorisés. Et cette politique, parce qu'elle aurait été mal expliquée par les politiciens dans l'espace public, nous dit Will Kimlicka, aurait contribué et contribuerait encore à alimenter les peurs de perte d'identité et de solidarité raciale, sociale des Canadiens. En fait, bien que considéré comme un modèle de gestion de la diversité par la communauté politique internationale, le multiculturalisme provoque depuis sa création même remous quant à sa pertinence et sa désirabilité, autant au Canada qu'au Québec. À l'opposé de l'imaginaire propagé dans l'espace public, le multiculturalisme n'aurait pas été développé comme un outil servant à accueillir les immigrants et à favoriser un vivre ensemble. Il aurait été conçu comme un système de récompense destiné à la première vague d'immigrants et qui partageait les valeurs démocratiques de la terre d'accueil. De plus, en promouvant le français comme une des langues officielles, cette politique aurait également servi à tenter de diminuer les récriminations des séparatistes du Québec. Le multiculturalisme comme une des valeurs dominantes de l'identité canadienne s'avérerait donc plus un outil de gestion intérieure, normatif, que de compassion envers la différence. Au Québec, la définition et l'application du pluralisme sont perçues comme des catégories participant aux délimitations des concours identitaires de ses membres. La gestion du pluralisme est aussi, et on l'a vu avec la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, un outil politique. Il est courant de mentionner que la notion québécoise d'interculturalisme s'est développée en opposition à la politique du multiculturalisme, mais la ligne démarquant les deux concepts s'avère plutôt mince. Et juste pour vous montrer un petit peu comment, en anglais on dit « lost in translation », ici, en français, on a les accommodements des signes religieux dans les institutions publiques, mais quand vous allez voir un petit peu plus bas, vous avez une traduction où ce qu'on dit, on dit que les accommodements, finalement, c'est du multiculturalisme. Donc, à ce moment-là, on peut se demander, parce que c'est l'Institut Fraser qui a envoyé cette invitation à venir à la conférence, est-ce qu'il y a une idéologie derrière ou c'est simplement parce qu'on ne sait pas comment traduire les choses ou les adapter, les concepts? Dans les faits, la notion d'interculturalisme est enchâssée de manière implicite dans la politique d'intégration et d'aménagement de la diversité au Québec,
sans être toutefois clairement articulée comme une politique et une loi spécifique comme l'est le multiculturalisme au Canada. Une lacune qui devrait être corrigée et comblée selon Gérard Bouchard et Charles Taylor. Ces derniers proposent que l'interculturalisme québécois, institue le français comme langue commune des rapports interculturels. 2. Cultive une orientation pluraliste soucieuse de la protection des droits. 3. Préserve la nécessaire tension créatrice entre, d'une part, la diversité et, d'autre part, la continuité du noyau francophone et le lien social. 4. Met un accent particulier sur l'intégration et la participation. Et finalement, préconise la pratique des interactions. On constate que si des efforts sont faits pour définir d'une part le concept et l'enracinement national du multiculturalisme et d'autre part le concept et l'actualisation de l'interculturalisme, la définition de ce qui est culturel dans le multi et dans l'interculturel est encore floue et peut laisser croire que la culture, c'est strictement l'origine ethnique, des origines ethniques homogènes au demeurant, et cette perception qui, incidemment, favorise la perduration de cette peur de l'autre du fait de la confrontation de ces origines ethniques qu'on prend pour des cultures qui demandent à être reconnues indépendamment des autres, qui sont aussi en compétition pour cette reconnaissance. Quand ce qui sous-tend fondamentalement les deux idéologies ou les deux concepts serait, à mon avis, plutôt d'ordre relationnel, c'est-à-dire la manière d'entrer en relation pour qu'il y ait rencontre. Peu importe les origines ethniques et autres facteurs qui influencent l'identité des personnes. À ce sujet, j'y reviendrai plus tard, Bouchard et Taylor suggèrent que tous les habitants du Québec sont des Québécois et tous ceux qui parlent le français comme langue d'origine ou d'adoption participent à leur façon à la francophonie. Il n'y a pas de place pour une hiérarchie. Brièvement, je vais vous amener un peu dans la situation des logements sociaux pluriculturels en contexte urbain à Montréal. Si aujourd'hui les HLM sont souvent considérés, représentés au plan politique, médiatique, sociaux et culturel comme des ghettos de l'indigence, et c'est une formulation de Xavier Leloup qui travaille beaucoup dans les HLM à Montréal, il n'en fut pas toujours ainsi. Ce sont diverses réformes du règlement de l'attribution des logements sociaux qui ont modifié la composition sociale de cet habitat. Et la plus influente a certainement été l'instauration au début des années 90 du système de pointage qui mandatait le logement social de loger les plus défavorisés au plan économique. Ce que les études nous disent, c'est que ce contexte-là a favorisé les immigrants. Et là, j'utilise la terminologie qui est employée dans les textes, même si ça me pose au plan idéologique comment pourrais-je dire, je me pose des questions sur la manière dont on parle des immigrants ou des personnes immigrantes, sur la manière qu'on a de les nommer. Donc voilà. Entre 1999 et 2002, les immigrants ont obtenu 40% des logements sociaux et constituant ainsi la moitié des nouveaux locataires des logements pour les familles et formant ainsi la quasi-totalité des locataires de logements d'au moins 4 chambres. Les immigrants formaient déjà en 2001 près de la moitié des demandeurs inscrits sur la liste d'attente de l'Office municipal d'habitation de Montréal, soit presque le 2/3 des demandes de logements pour les familles et presque 90% des demandes des logements de 3 chambres et plus. Et ça n'a pas changé. L'affaissement de la mixité sociale ainsi que les changements démographiques dans les habitations sociales ont résulté en un appauvrissement et une vulnérabilité des familles qui y résident et ont suscité des défis singuliers en ce qui a trait au vivre ensemble dans et hors les HLM. Ces défis ont commencé à être répertoriés 5 ans après l'entrée en vigueur du nouveau système de pointage qui a contribué à modifier la composition socio-ethnique des locataires en HLM. En 1995, dans une étude pionnière dans le domaine, Francine Dansereau et Anne-Marie Séguin, avec la collaboration de Daniel Leblanc, montraient que le pluralisme culturel grandissant de la société québécoise il dressait le portrait des relations de cohabitation interethniques dans l'habitat social au Québec à partir de plus de 20 monographies d'ensemble de logements sociaux. L'une des principales difficultés reliées à la cohabitation interculturelle des HLM était le sentiment d'être envahi, qui amenait plusieurs locataires, dits québécois de souche,
les HLM à Montréal à se sentir minoritaires et à se désapproprier leur milieu de vie, et ce, curieusement, autant dans les habitations sociales où il y avait une majorité qu'une minorité de locataires nés à l'extérieur du Canada. Néanmoins, ce que les recherches ont montré, c'est que les facteurs d'explication des conflits vécus indiquent qu'ils sont bien plus souvent de caractère socio-démographique qu'ethnoculturel, quoique ces distinctions soient rarement présentes à l'esprit des personnes qui en sont les acteurs ou les témoins. Cette problématique, causée par la peur et le sentiment de perdre sa place, serait toujours d'actualité. Si certains chercheurs considèrent qu'envoyer des immigrants réfugiés en milieu HLM est une trappe sociale plutôt que d'intégration, et que d'autres se demandent s'il n'est pas utopique de vouloir favoriser des contacts entre des immigrants et des personnes non immigrantes quand elles ont des antécédents, des situations familiales et des parcours résidentiels qui diffèrent fortement, il semblerait néanmoins qu'il existe des réussites d'intégration. Et on pense, entre autres, Marie-Nathalie Leblanc, Alexandrine Boudreau-Fournier, Gabriela Djerdjarian, en 2007, ont publié une étude où elle disait que, loin d'être un instrument de résistance et de contestation mondialisée, adapté et manipulé sur le plan local, le rap québécois nous apparaît comme une stratégie d'intégration mise en place par des jeunes artistes qui visent ainsi à rendre leur culture davantage visible au sein de la société majoritaire, tant au niveau public que médiatique. La culture hip-hop offrirait plutôt un espace d'intégration et d'adaptation à des jeunes de diverses origines ethniques et culturelles qui sont souvent marginalisés au sein de la culture québécoise dominante. Par conséquent, comme le stipule Joanne Tremblay et Michel Parazelli en 2001, pour comprendre le mouvement d'insertion des migrants à une société d'accueil, il faut dépasser l'analyse de l'insertion dans les structures institutionnelles et formelles de socialisation de la société d'accueil pour inclure des manifestations d'appartenance à d'autres lieux comme forme d'insertion sociale, et le mouvement hip-hop dans ce contexte-là pourrait s'avérer un tel espace s'il fournit l'occasion de s'approprier des repères identitaires pouvant constituer des points d'appui d'insertion sociale potentielle. Je vais vous amener maintenant au HLM où je travaille, qui a été construit dans les années 1970. Alors, c'est ce qu'on appelle un plan d'ensemble parce qu'il y a une vingtaine de bâtiments qui sont éparpillés sur un terrain. Et ce ne sont pas des tours, ce sont plutôt des appartements qui ont entre 1 et 4 chambres. Certains appartements ont 2 étages. Et ce complexe est situé dans Hochelaga-Maisonneuve, qui est juste à côté du stade olympique. Et l'architecte qui a conçu cet espace a gagné un prix parce qu'à l'époque, ce qu'il voulait faire, c'était de faire en sorte que les gens puissent se regrouper, donc, et éventuellement se mobiliser pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent sortir du HLM. Aujourd'hui, la fonction de mobilisation ou de se regrouper ou de s'approprier le HLM est très présente. Quand on se promène sur le plan, il y a beaucoup de gens à l'extérieur, il y a des piscines pour les enfants, il y a aussi des jeux, les gens ont des tables à pique-nique, donc on voit souvent les gens se regrouper pour travailler, pour faire des choses ensemble. Je vous amène maintenant dans un autre endroit qui s'appelle le Centre des jeunes Boys Bio et qui travaille à l'intérieur des HLM Boys Bio. Le Centre des jeunes Boys Bio est un organisme d'intervention psychosociale qui dessert autant les 700 résidents des HLM Boys Bio que ceux du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. C'est à titre de voisins des résidents des HLM et du quartier que les intervenants et les animateurs du Centre des jeunes pratiquent une intervention qu'on appelle de proximité. C'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration avec les résidents et différents partenaires locaux à améliorer la qualité de vie des jeunes de 6 à 17 ans
plus vulnérabilisées ainsi que celles de leur famille, en organisant des activités qui permettent, on l'espère, une prise de pouvoir et de briser l'isolement. Concrètement, ce que les animateurs du Centre des jeunes font, c'est d'offrir pendant l'année scolaire et l'été des activités éducatives, sportives et artistiques, ainsi que des sorties à l'extérieur du HLM et dans et à l'extérieur du quartier. Parallèlement aux activités qui sont destinées aux enfants et aux adolescents, des activités de soutien, de valorisation et de mobilisation sont proposées aux parents et aux adultes du complexe d'habitation et du quartier. On pense par exemple à des activités d'art-thérapie avec Marie Hegel, qui certains d'entre nous la connaissent comme Passe-Partout, et du bénévolat à Moisson Montréal. Un important travail d'intervention familiale est également pratiqué par 2 intervenantes qui visitent dans leur logement des familles pour les accompagner dans leur quotidien. Des ateliers sur la compétence parentale, des accompagnements aux différents rendez-vous sont aussi prodigués. Et finalement, des activités, des événements sont organisés dans les cours des HLM pour rassembler des centaines de résidents et des personnes significatives de leur entourage. On pense entre autres à la fête des voisins qui en sera l'année prochaine à sa 4e édition, à Noël Chaud qui en sera à sa 2e édition dans le mois prochain, et au Festival des arts de Boisseville que le Centre des jeunes va présenter pour la 3e fois l'été prochain et dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Maintenant, comment le conseil d'administration, la direction, les intervenants, les animateurs du Centre des jeunes Boisseville ainsi que les diverses personnes qui offrent leurs services et leurs expertises à divers moments au Centre des jeunes et aux résidents, considèrent-ils, insèrent-ils, négocient-ils l'aspect culturel dans leur manière de travailler avec les résidents aux diverses origines du HLM Boisseville? Certaines activités liées à cette question sont en cours au Centre des jeunes, entre autres avec le subventionnaire principal, de redéfinir les termes de définition de la population ou des populations qui sont au centre des jeunes, à savoir les orientations ethniques. Donc, il y a un gros travail qui est en train de se faire à ce niveau-là. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est surtout me concentrer sur 2 des activités qui sont en voie de devenir, à mon avis, des pratiques au centre des jeunes, c'est-à-dire l'organisation d'événements mobilisateurs au cœur du HLM pour et avec les résidents, ainsi que les personnes significatives de l'extérieur et des partenariats qui permettent des liens entre les résidents et des gens de l'extérieur aussi. Donc, la manière dont je vais faire les choses pour les prochaines 10 minutes, c'est que je vais utiliser des citations d'entretien que j'ai eues avec les intervenants du Centre des jeunes pour illustrer la manière qu'ils ont d'utiliser, de concevoir la variable culture dans leurs interventions. L'art, je cite Isabelle Dauplaise, qui est intervenante au Centre des jeunes et aussi l'organisatrice du Festival des arts de Boisseville. L'art, comme on le fait pendant le Festival des arts, devient un élément rassembleur. Tout le monde est là, oublie les différences qui sont là. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Les gens se mobilisent autour d'un projet. Peu importe l'âge, la différence, le background qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils ont des objectifs de monter un numéro ou une vidéo pour pouvoir faire le festival. La culture devient donc ton médium d'intervention où justement on a la preuve que les barrières tombent parce qu'ils sont rassemblés autour d'autre chose que la condition ethnique ou culturelle. En fait, à ce moment-là, c'est que l'organisation d'événements comme le festival, mais que les autres événements que le centre organise, c'est que ça devient des prétextes pour rassembler des gens autour d'un projet commun et de faire en sorte que ce prétexte-là, qui, on peut le voir comme un prétexte, comme quelqu'un disait, une défaite pour pouvoir se rassembler, mais aussi comme une page qui est blanche et les gens vont se rassembler pour pouvoir écrire
quelque chose sur cette page-là pour en faire un texte, d'où la notion de prétexte. C'est aussi un catalyseur du vivre ensemble. Et dans ce cas-ci, le vivre ensemble ne veut pas nécessairement dire quelque chose qui est sans conflit. Au contraire, vivre ensemble veut dire qu'il y a des conflits, mais c'est un moment pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre en groupe, comme individu dans un groupe, et d'être capable de gérer nos différences, mais aussi d'apprécier nos ressemblances. Et comme on le disait un petit peu plus tôt avec Mme Tremblay et M. Parazzelli, ce sont aussi des manifestations d'appartenance. Après le festival, une des jeunes qui a participé, ce qu'elle a dit, c'est « Moi, je suis très heureuse d'avoir participé à ce festival-là parce que je ne connaissais pas beaucoup de personnes quand je suis arrivée ici. Et maintenant, j'ai pu montrer qui j'étais et me faire de nouveaux amis. » Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre aspect par rapport à la culture ou par rapport à l'ethnicité, où le festival a mis en valeur cet aspect-là. Et je cite une conversation entre Isabelle Dauplaise, qui est l'intervenante, une ex-intervenante, Véronique Morissette, et voici comment ça suit. On ne fait pas une fixation sur une religion ou une ethnicité. C'est plus pédagogique. Effectivement, on l'a vécu avec notre prof de danse pour le festival Jonas. Jonas est haïtien et réussit en danse. Les enfants participaient à son atelier pour apprendre la danse dans le but de monter un spectacle au festival, mais il a su faire la pédagogie de dire « Moi, j'ai réussi. Et pourquoi j'ai réussi? C'est parce que j'ai fait des efforts. J'ai découvert que j'avais envie de faire ça, danser, et qu'il fallait que j'aille à l'école et que je travaille, que je pratique. » Il n'a pas fait sa pédagogie autour du fait qu'il était un Haïtien qui avait réussi. Donc ça, c'est un aspect qui est très important et vous allez voir pourquoi ensuite au niveau de la pédagogie, au niveau de la manière d'intervenir qu'ont les gens au centre des jeunes. On note l'ambivalence, on utilise le mot haïtien ici. C'est quelque chose que je retrouve dans tous les discours où, même quand on parle entre nous, même avec des gens dans le milieu académique, on mélange ces catégories-là. J'aimerais vous montrer un court film qui a été fait par une jeune fille qui s'appelle Noémie Possem, et Jonas était son professeur de danse, et on va voir Jonas justement en action avec elle. Bonjour, je m'appelle Naomi. Mon projet s'appelle la danse. J'aime la danse parce que c'est cool, c'est hot et c'est amusant. C'est dur parce qu'il faut même au pied puis il faut tourner. Je danserai toute ma vie. Avant de parler de ma conclusion, j'aimerais vous montrer deux projets où on a fait des partenariats avec des gens de l'extérieur. Et le but, c'est de faire en sorte que les gens qui habitent en HLM fassent des ponts avec les gens de l'extérieur. Les recherches le montrent, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais aussi d'amener des gens au HLM, parce que c'est pas juste de faire sortir les gens, mais c'est que les gens viennent voir que ce n'est peut-être pas comme l'image qu'ils en ont de vivre en HLM. Et cette manière de travailler s'inspire donc d'une nécessité que toute intervention fournisse des moyens aux résidents d'apprivoiser le monde extérieur, de rétablir des ponts entre leur milieu de vie et le quartier plus large. C'est aussi toute la question d'autonomisation des résidents en opposition à leur possible dépendance aux organismes en place. Alors, je vous présente deux projets. En fait, les vidéos vont expliquer ce que c'était. Si vous voulez, on pourra en reparler après. Bien, j'ai préparé un dernier reportage avant le festival du théâtre. Oh, je suis tout à fait d'accord. Je fais un court reportage qui parlera de police académique.
c'est un projet qui vise à rapprocher les jeunes du service de police du quartier, compte tenu que les jeunes ils vivent dans un environnement plutôt fermé. On a décidé de faire ça pour leur permettre de sortir un peu, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, entre autres au poste de police. Ça m'a donné comment le policier travaille. Moi, ça m'a donné une confiance en moi. Ça m'a encouragé quand je vais faire le métier. Les jeunes ont participé pleinement et j'en suis très, très, très ravi. Je suis très satisfait de la façon que ça s'est déroulé. Les jeunes ont été très disciplinés, ils ont été impliqués, ils ont été intéressés. Et ça nous incite à recommencer l'année prochaine à faire une activité dans ce genre-là. La dernière journée, c'est qu'on passe aujourd'hui. On peut terminer la semaine en bout. Ce genre de film-là, pendant le festival, on en présente entre 20 et 25. Et ce qu'on se posait comme question à chaque fois, c'est est-ce que les enfants vont écouter, parce que le festival, la première année, durait 1h30, la deuxième année, 2h30, parce qu'il y avait aussi des numéros qui étaient intégrés. Et les enfants ont un respect absolument énorme entre eux, à se voir, à se rire, ils sont de bonne humeur. Nous, on avait peur que certains enfants, parce qu'on le voit quand ils jouent entre eux, qu'il puisse y avoir une forme de discrimination ou qu'ils fassent, comme on dit, rire d'eux. Mais c'est absolument pas quelque chose qui était présent. Je vous en présente un deuxième qui est différent par sa teneur, mais qui est tout aussi intéressant, mais pour autre chose, je pense. J'ai envie de les enfants. On a fait un dessin de notre quartier. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est le bricolage, parce que j'aime beaucoup ça dessiner. Ça montre comment je me sens dans mon quartier, pourquoi je l'aime, qu'est-ce que j'aime. J'ai trouvé des escargots proches de la main. J'ai aimé les escargots parce que je trouve qu'ils sont très beaux. Puis il y en a des mini, puis j'en ai pris un petit, un moyen puis un petit. Puis je verrai bien la nature pour qu'ils vivent plus. Et c'est fini. J'aime cette photo parce qu'il est beau le graffiti. J'aime cette photo-là parce qu'elle est belle la statue, puis je suis drôle dans la photo. J'aime la photo parce qu'il y a beaucoup de monde. On dirait que c'était une fête. Puis c'est bien fait là. J'aime cette photo-là parce que c'est écrit CGBB, puis j'aime ça comment c'est écrit. J'aime le graffiti et que c'est bien fait. On dirait que c'est l'océan. J'aime cette photo-là parce que moi je suis drôle et ma bouteille d'eau et que c'est beau dans la photo. J'adore cette photo-là parce que elle est belle la statue et moi j'ai fait une grimace dans la photo donc c'est drôle. Puis j'ai aimé mon popsicle. J'ai aimé cette photo-là beaucoup parce que sont belles les fleurs. Puis je sais pas c'est quoi le bâton à côté. Puis c'est beau le buisson. Ce sont les fleurs de ma mamie. Le projet, c'est que les enfants connaissent leur quartier. C'est très intéressant, c'était de voir au fur et à mesure les enfants découvraient leur quartier. Nous aussi, on les découvrait à travers le regard qu'ils avaient sur leur quartier. Selon les concepts de sécurité, quand on connaît notre quartier, on se sent plus en sécurité. Ça pose comme question au plan de la pédagogie de
je vais conclure là-dessus. La philosophie d'intervention qui est sous-jacente en regard de la culture au centre des jeunes, c'est que la culture, c'est pas quelque chose en parallèle de la personne, c'est quelque chose qui fait partie de la personne. Et je vais vous lire la citation de Joëlle Duprat, qui est la directrice du Centre des jeunes, ce qu'elle dit. L'origine culturelle de quelqu'un fait partie de la personne. Ce n'est pas quelque chose de parallèle. Quand on parle de travailler avec les origines ethnoculturelles ou les minorités visibles, c'est qu'on perçoit leur origine ethnoculturelle ou leur parcours migratoire comme étant quelque chose de parallèle à leur soi, comme le soi, le surmoi, l'ego. C'est de questionner cette personne-là pour la connaître. C'est inévitable alors que son origine ethnoculturelle ou son parcours migratoire va entrer en ligne de compte, mais pas de façon parallèle, mais de manière englobante. Ton parcours migratoire fait partie de toi, ta dépendance aux narcotiques fait partie de toi, le fait que tu sois mère fait partie de toi. Ton travail quand tu fais de l'intervention, c'est d'intervenir avec une personne à part entière. Et sa collègue Véronique a ajouté la culture, c'est ton vécu. Et une dernière petite note que j'aimerais dire, qui me semble importante. Ce que je commence à regarder, parce que c'est le début, je termine ma recherche terrain et je commence à regarder ce qui s'est passé. Ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est la possibilité d'une reconfiguration, d'une réhabilitation et d'une repossession du nous, auquel on pense à un nous qui n'est pas seulement théorique, rhétorique, mais aussi un nous qui est empirique et pratique. Donc, pas qu'un savoir sur les conditions d'un vivre ensemble québécois idéal et idéalisé, mais aussi un savoir-faire et un savoir-être des Québécois de toutes origines qui, en bout de ligne, sont tout simplement, mais magnifiquement québécois. Voilà.